Imaginez que vous ayez un hérisson. Mais un beau jour, vous remarquez que votre animal de compagnie se met à prendre du volume. Il devient de plus en plus gros, tout en restant très léger, ce qui paraît bizarre. Un hérisson ne peut pas gonfler, pas vrai? Eh bien, si. Ce pauvre animal a été trouvé à Bude, en Cornouailles, et on l'a immédiatement emmené chez le vétérinaire. Au début, le personnel ne comprenait pas comment un si gros hérisson pouvait être si léger. L'animal ne pouvait ni se déplacer ni se mettre en boule, ce qui lui causait un stress important. Il a fallu lui faire passer des radios pour faire la lumière sur ce qui se passait. Il y avait de l'air dans les organes du hérisson. Enfin, pas tout à fait dans ses organes, plutôt autour. Cette affection incroyablement rare est appelée syndrome du ballon, et elle peut être observée chez les hérissons ayant été blessés. Selon une théorie, du gaz est libéré par des bactéries après qu'elles ont infiltré une blessure grave. Une autre théorie dit que la raison est une blessure à la trachée. Mais dans tous les cas, ce gonflement est très dangereux. Si on ne draine pas le gaz à temps, le hérisson peut exploser ou gonfler tellement qu'il en étouffe. C'est pourquoi, en Cornouailles, les vétérinaires ont pris une seringue, la plus ordinaire qui soit, et ils ont drainé l'excès d'air sous la peau du hérisson. Ça a pris environ 5 minutes et l'animal s'est senti mieux tout de suite. Les hérissons souffrent de cet étrange syndrome du ballon en raison de leur capacité à se mettre en boule. Leur peau est trop souple. On peut dire que les hérissons ont trop de peau. Il s'avère que ce cadeau de l'évolution a un sérieux effet secondaire. Mais les hérissons sont pas les seuls animaux à avoir des problèmes. Regardez les bœufs musqués. Il s'agit d'énormes animaux hirsutes qui peuvent peser plus de 350 kg pour les mâles et atteindre la vitesse de 50 km/h. Et les bœufs musqués mâles se donnent des coups de tête. Ça se produit pendant la saison des amours, et ils font ça encore et encore. Un bœuf musqué mâle peut recevoir environ 2100 coups à la tête au cours de ses 10 à 12 ans de vie. Comment on peut survivre à ça sans se blesser? Eh bien, on peut pas. Lorsque des scientifiques ont examiné le cerveau d'un bœuf musqué, ils ont repéré des traumatismes très spécifiques et assez graves. En fait, il s'agit de traumatismes chroniques qui, à un âge avancé, peuvent conduire à une affection comme la démence. La nature a procuré aux pauvres bœufs un moyen sacrément dangereux de se battre pour les femelles, et tout le monde trouve ça normal. Tant que personne ne meurt de telles blessures sur le coup, c'est positif du point de vue évolutif. Ce qui sauve les bœufs musqués, c'est le vieillissement. Les mâles ne vivent tout simplement pas assez longtemps. En fait, les animaux sauvages souffrent presque jamais de démence. Leur vie est incroyablement rude. Aussi, le vieillissement ne se manifeste généralement qu'au niveau physique. Les animaux vivent pas assez longtemps pour souffrir de démence, ou ils meurent dès les premiers signes. Les animaux de compagnie, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on connaît des cas de démence chez les chiens et les chats, mais ils sont causés par les soins que les propriétaires apportent à leurs animaux, ce qui prolonge leur vie. Peut-être que si quelqu'un prenait soin comme ça des bœufs musqués, il vivrait aussi suffisamment longtemps. Mais revenons-en aux animaux mâles. Je pense que parfois, l'évolution a une dent contre eux. Les guêpes et les abeilles, par exemple, seules les femelles ont un dard, et c'est en quelque sorte l'état naturel des choses. Au tout début de leur histoire, de nombreuses espèces de cette famille pondaient leurs œufs à l'intérieur de divers objets, et elles avaient besoin d'un organe qui les aide dans cette tâche difficile. L'évolution a donc fourni aux abeilles et aux guêpes un dard, mais les mâles ne pondant pas d'œufs, ils n'y ont pas eu droit. Quant au fait que les pauvres mâles se sont retrouvés complètement sans défense, eh bien c'était leur problème. Les mâles ont essayé de le résoudre. Ils font semblant de se préparer à piquer en enroulant leur abdomen, mais ils ne peuvent pas faire de mal. Si l'on en juge par le fait que les abeilles et les guêpes n'ont pas encore disparu, cette tromperie ridicule fonctionne parfaitement d'un point de vue évolutif. À propos d'insectes, on devrait mentionner les fourmis. Elles parcourent notre planète depuis si longtemps et elles sont si largement répandues qu'elles n'ont sans doute rien à reprocher à l'évolution. Mais ce n'est vrai qu'à première vue. Les fourmis ordinaires ont une vie très brève, comme la plupart des autres insectes sociaux. Cependant, les reines fourmis ont trouvé un moyen de contourner cette règle. Elles peuvent vivre pendant des années, voire des dizaines d'années, tandis que les ouvrières, qui n'ont jamais pondu un seul œuf de leur vie, meurent en quelques mois. Et encore, dans le meilleur des cas, à condition de ne pas servir de déjeuner à quelqu'un avant ça. De plus, leurs gènes ne permettent pas d'expliquer une telle différence entre leur espérance de vie respective.
La raison réside très probablement dans la nutrition et les soins. La reine des fourmis, tout comme la reine des abeilles et la reine des termites, bénéficient toujours des meilleurs soins, de la meilleure nourriture et de la meilleure protection. C'est sûr qu'on peut vivre au moins 10 ans dans de telles conditions. Est-ce que les fourmis ordinaires vivraient plus longtemps si elles prenaient soin d'elles-mêmes et non de leur reine ? Je pense que oui, mais elles renoncent à la longévité pour le bien de la colonie. C'est plutôt altruiste de leur part. Mais ne croyez pas que les reines ont nécessairement une vie de rêve. Une reine termite, par exemple, produit un œuf toutes les 3 secondes pendant 15 ans, sans arrêt. Ça représente environ 30 000 œufs par jour. Son corps prend du volume. Ce qui faisait la longueur d'une petite pièce de monnaie gonfle jusqu'à atteindre la taille d'un index humain. La reine des termites passe également toute sa vie sous terre, sans voir la lumière du jour. Elle est si grosse qu'elle peut même pas bouger. Si on y réfléchit, est-ce que c'est vraiment une reine ? Ou plutôt une prisonnière condamnée à une vie prolongée. C'est ainsi que fonctionne la nature. Elle accorde à un animal une sorte d'avantage, puis elle lui retire toujours quelque chose ou bien elle lui crée un tas de problèmes. Les requins se noient dans l'eau douce, et je plaisante pas. Seuls 5% des élasmobranches, c'est-à-dire des requins et des raies, peuvent survivre en eau douce. L'eau douce les déshydrate, elle émousse leur sens et elle compromet leur capacité à se reproduire. Les requins ont besoin de stocker du sel dans leur corps. Sans lui, leurs cellules se désagrègent, entraînant la mort. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que l'eau douce fait se noyer les requins. En raison de la flottabilité moindre, les requins doivent dépenser environ 50% d'énergie supplémentaire, ce qui est vraiment beaucoup. Bien sûr, ils pourraient aussi développer un foie énorme comme le font les espèces d'eau douce, mais leur corps deviendrait alors moins agile et les requins ne seraient plus d'aussi bons chasseurs. En bref, il est plus logique qu'ils restent dans l'eau salée et qu'ils ne changent pas d'habitat. C'est plutôt une bonne chose pour les humains. Quand on n'a pas à craindre de croiser un requin dans une rivière, on se sent en quelque sorte plus en sécurité. Le problème, c'est qu'il existe le requin taureau qui ne se soucie pas de la salinité de l'eau. Si ce requin veut sortir de la mer et remonter une rivière, il peut le faire. Le requin taureau est par ailleurs une créature très agressive qui s'attaque souvent aux humains. Mais sérieusement, on a quand même de la chance que les autres requins restent loin des rivières. Enfin, les requins ont de la chance par rapport aux souris marsupiales. Ces petits prédateurs pratiquent l'accouplement à mort. Oui, ça se passe exactement comme vous l'imaginez. Les souris marsupiales ont une saison des amours très frénétique. Leurs accouplements peuvent durer de 12 à 14 heures. Chaque mâle essaie de s'accoupler avec autant de femelles que possible. En conséquence, son corps ne peut pas le supporter et il finit par se déliter. Quelques semaines après l'accouplement, les mâles meurent, après avoir vécu en moyenne 11 mois seulement, alors que les femelles vivent de 2 à 3 ans. On dirait que les mâles n'ont à nouveau pas de chance. Mais du point de vue évolutif, tout va bien. L'accouplement a été un succès ? Très bien. Les geckos foncent la tête la première dans les arbres ? Bon, mais peuvent-ils se reproduire ? Alors tout va bien. Imaginez que vous vous cogniez la tête contre un mur à la vitesse maximale d'une Lamborghini. C'est ce que ressentent les geckos lorsqu'ils se déplacent dans les arbres. C'est pas qu'ils veulent absolument heurter quelque chose de dur, mais c'est en fait une façon d'amortir l'atterrissage. D'après Steve, le comportement du gecko ressemble aux roulades que font les amateurs de parcours et autres personnages de films lorsqu'ils atterrissent. C'est nécessaire pour amortir l'impact et éviter les blessures. Les geckos connaissent l'existence du parcours ? J'en doute. Mais ils se cognent la tête contre les arbres parce que l'évolution a décidé que c'était une bonne façon d'atterrir. C'est une sorte de mécanisme de défense, et pas le pire qui soit. La grenouille Trichobatrachus robustus est une créature que l'évolution a vraiment traitée injustement. Elle n'a pas de griffes, c'est une grenouille. Mais quand il en a besoin, ce pauvre amphibien brise ses propres os pour qu'il puisse dépasser de ses orteils. Ça lui sert d'arme en cas de danger. Comparé à cette grenouille poilue, Wolverine a de la chance, même s'ils se ressemblent un peu. Ils ont tous les deux des favoris. Je sais pas quel effet ça fait de se faire pousser des griffes et à quel point c'est douloureux, mais je doute que la grenouille apprécie. Tout comme les vautours n'apprécient pas les éoliennes. Il semblerait que les vautours aient la vue la plus perçante du règne animal. Mais c'est eux qui s'écrasent le plus souvent contre les éoliennes et les lignes électriques.
Les vautours peuvent voir leur proie loin en dessous, mais ils peuvent pas repérer les éoliennes. Je veux dire, ils peuvent littéralement pas les voir. Il s'avère que ces oiseaux ont de grands angles morts au-dessus et en dessous de la tête. Et comme ils inclinent la tête vers le bas en volant, ils sont aveugles à tout ce qui se trouve directement devant eux, même un obstacle de cette taille. Pourtant, des gens ont déjà trouvé une solution à ce problème, et une solution assez surprenante. Pas seulement à cause des vautours, d'autres oiseaux s'écrasent souvent contre les éoliennes, et il fallait y remédier. À titre expérimental, on a peint en noir une pale d'une éolienne, et les morts d'oiseaux ont diminué de 72%. Pour une raison ou une autre, ça marchait particulièrement bien pour les pigargues à queue blanche. Bien sûr, il ne s'agit que d'une petite expérience, il faudra recueillir davantage de données pour comprendre si les pales noires sont vraiment si efficaces. Mais écoutez ça, comme solution alternative, il existe des systèmes de surveillance des parcs éoliens à l'aide de caméras ou de radars. Lorsqu'ils détectent l'approche d'un oiseau, ils ralentissent ou arrêtent complètement les turbines. Mais ralentir les turbines à chaque fois qu'un oiseau approche coûterait très cher. Cependant, on ne sait pas encore très bien comment aider les oiseaux qui ne peuvent pas voir dans le brouillard. Et oui, après tant d'années, l'évolution n'a toujours pas corrigé ce bug. C'est terriblement simple. Les oiseaux s'envolent des régions ensoleillées. En chemin, ils pénètrent dans des nuages de brouillard au-dessus de la mer et ça les désoriente complètement. Ils volent jusqu'à être épuisés et ils tombent dans l'eau. Ils meurent ainsi par centaines. En outre, sans brouillard, la plupart des oiseaux survoleraient jamais l'océan. Ils restent généralement au-dessus de la terre ferme et ils regardent constamment vers le bas. Bizarrement, l'évolution n'a pas trouvé de solution à ça. Mais après tous les problèmes des animaux que j'ai mentionnés aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une surprise ? A plus.